Petite introduction, donc très rapide, parce que le contenu, comme je disais, est assez dense. C'est déjà le 8e club RSE. Donc, on avait démarré, je crois que tu étais là, Vincent, en mai 2021. Donc, on a un rythme d'à peu près un club tous les 2 mois sur des sujets ou d'actualité comme aujourd'hui, ou alors plus de fond comme la gouvernance qu'on avait fait l'année dernière avec le Confar. Je vais laisser très rapidement la parole à Justine pour qu'elle vous présente l'éco-campus dans lequel nous réalisons ce club. Et puis après, on va basculer sur la présentation de Mathieu Audolan, qui est lui aussi en ligne, hein, vous avez compris. Il y a beaucoup de gens qui ont des voitures électriques qui sont ici dans la salle. La plupart sont en visio. Il n'y a aucun problème là-dessus. L'idée, c'est que vraiment ça soit interactif, mais vous allez voir, il y a un contenu très dense. Donc, ce sera en replay, évidemment, sur notre site internet et les supports seront transmis à la fin de la présentation. Alors, donc, bonjour à tous. Justine Van der Merch. Donc, moi, je suis ingénieure en efficacité énergétique et je travaille donc à l'Eco-Campus, qui est donc un centre de formation pour des formations dédiées à la transition énergétique d'une manière globale. Donc, le bâtiment lui-même est déjà un objet de formation, puisque c'est un bâtiment énergie positive, qui est d'ailleurs certifié Envirobat BDM. Dans ce bâtiment, on a un certain nombre de plateaux techniques pédagogiques, des pompes à chaleur, des chaudières gaz, du photovoltaïque pédagogique, une éolienne pédagogique et plein d'autres choses. On réalise des formations en alternance pour des jeunes apprentis, donc du bac au bac+5. Et on réalise aussi des formations pour les entreprises, donc des formations pour des salariés, donc tout ce qui est habilitation électrique, formation IRVE, borne de recharge électrique, formation photovoltaïque, formation Calipac, pompe à chaleur. Donc voilà, si vous avez un besoin de formation dans ces domaines d'une manière générale dans l'énergie, n'hésitez pas à revenir vers Daniel qui me renverra la demande. Merci Justine. On va démarrer avec Mathieu, donc, qui est en ligne. Un programme, comme je vous disais, intense, dense. À 12h30, on va se connecter avec Denis Vaugade, qui sera notre grand témoin. On va dire qu'il a fait toutes les bonnes étapes pour arriver à la sobriété énergétique. Donc, ça va être une présentation intéressante. Est-ce que Mathieu, c'est bon, tu as la connexion, tu es en ligne? Tout à fait, j'ai la Super. connexion, Tu me j'espère que dis vous au fur et à m'entendez bien. mesure de passer les slides. Oui. Donc peut-être, je te laisse te présenter, rappeler qu'est-ce qu'est EEN et dans quel cadre on se situe aujourd'hui. Allez. Très bien, tout à fait. Donc Mathieu Audolan, chargé de mission énergie à la CCI. Voilà, donc ravi d'intervenir et de participer, vous partager un petit peu mon expérience, mes connaissances. J'interviens aujourd'hui principalement, si tu peux passer la slide suivante. Alors, je ne les vois plus par contre. Ah ouais, je la remets. Hop, voilà. Voilà, en fait, je voulais juste faire un petit point pour vous parler d'un dispositif européen qui me permet d'intervenir aujourd'hui. Voilà, qui est un dispositif qui s'appelle Enterprise Europe Network et qui est un réseau européen dédié à l'innovation, à l'internationalisation des entreprises et qui permet aux entreprises de la région sud de profiter d'accompagnement sur les thématiques voilà, liées à l'innovation, à l'internationalisation, dont une partie sur la transition économique, écologique et également l'efficacité énergétique. Voilà, donc c'est l'Europe qui finance ce dispositif et qui me permet d'intervenir aujourd'hui. Si vous avez des questions, des interrogations, j'imagine, Daniel, que la présentation sera partagée suite à l'intervention. Ouais. Voilà, donc vous avez les liens et adresse mail pour pouvoir adresser vos demandes et approfondir vos connaissances sur le sujet. Pour rentrer dans le vif du sujet, donc on peut passer à la suivante. Bien évidemment, hein, j'imagine que vous le savez tous, l'énergie est un poste clé dans l'industrie, pas uniquement dans l'industrie, on le voit très bien aujourd'hui. La dépendance de notre économie actuelle à l'énergie au sens large, que ce soit l'énergie fossile ou énergie électrique décarbonée éventuellement. On peut voir qu'à tous les postes dans l'entreprise de façon générale et dans l'industrie particulièrement,
y compris d'ailleurs en amont et en aval, hein, sur tous les postes de transport, de distribution. L'énergie est présente et indispensable, ce qui d'ailleurs devient de temps en temps assez compliqué pour les entreprises à l'heure actuelle, étant donné l'explosion de la facture énergétique qu'on va aborder sur le slide suivant. Je vous ai mis un petit diagramme qui vous présente comment dire, l'évolution de la courbe, du prix des énergies sur les dernières années. Et on voit très clairement que ces dernières années, et particulièrement ces derniers mois, les prix d'énergie, notamment sur le marché de gros, sont en train d'exploser, ce qui a une incidence directe effectivement sur la facture que vous payez, qui fait que, principalement en lien avec la crise en Ukraine, et puis un peu plus récemment également aussi avec, sans doute avec les mouvements qui se profilent, les mouvements de grève et de protestation. Donc ça, c'est un des premiers points qui fait que l'énergie commence à être vraiment sur le devant de la scène, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs historiquement, hein, puisqu'en France, on avait la chance de pouvoir payer notamment l'électricité à un prix très peu cher, ce qui reste le cas d'ailleurs par rapport à nos voisins européens, on est quasiment à moitié prix encore. C'est dû principalement à la politique énergétique française et notamment le développement du nucléaire. Mais aussi aux aspects de régulation, régulation du prix. L'autre point, c'est que les préoccupations des entreprises au niveau RSE commencent à se profiler et à prendre de l'importance, ce qui signifie que de plus en plus, la source, l'origine en tout cas et les économies d'énergie et l'origine d'approvisionnement de l'énergie commencent à être mises en avant et les entreprises s'y intéressent de plus en plus, en lien avec bien évidemment des attentes de consommateurs sur les aspects éthiques, responsabilité, développement durable et considérations environnementales. Et puis le troisième point, qui fait que l'énergie devient un vrai enjeu, c'est l'amélioration le volet décarbonation en entreprise, et principalement en industrie, qui fait que voilà, la sobriété et l'efficacité énergétique commencent à être sur le devant de la scène. Tout ça fait que clairement, à l'heure actuelle, l'efficacité énergétique devient un réel levier de compétitivité pour les entreprises, ce qui n'était pas le cas précédemment. Voilà, merci. Pour la suivante, Daniel. Ouais. Petite illustration typique, notamment, vous avez entendu parler des annonces du gouvernement et des demandes pressantes pour voilà, être peut-être plus responsable par rapport à notre consommation énergie, ce qu'on appelle la sobriété, et notamment les CCI, le réseau CCI France, a été missionné par le gouvernement pour avoir des actions de communication et de sensibilisation vis-à-vis des entreprises, ce qui a donné lieu à cette campagne de communication dont vous avez déjà peut-être entendu parler, qui va être déclinée à l'avenir. Voilà, merci. Et ça tombe assez bien. En fait, la sobriété, on entend parler à grande échelle depuis quelques mois, mais en fait, il y a plusieurs structures qui en parlent, et qui s'impliquent dans le domaine de l'énergie et dans on va dire, les plans de transition énergétique à long terme, c'est-à-dire jusqu'à 2050, notamment Négawatt, qui, dans son action, parle de sobriété énergétique depuis plus de 20 ans. Voilà. Je vous ai mis à gauche là la démarche Négawatt, qui fait l'objet de communication et d'un livre blanc qui est téléchargeable sur le sujet, et un livre qui peut être acheté également, je vous le conseille. Le plan d'action se décline en 3 axes: sobriété, efficacité et renouvelable. Alors qu'est-ce que ça signifie, et notamment en entreprise? La sobriété, c'est simplement, dans un premier temps, très clairement identifier son besoin et essayer de le réduire au strict minimum. C'est-à-dire, par exemple, je vous ai mis 2 petits exemples qui vont vous parler sans doute. Sur des procédés, ne pas utiliser de vapeur si de l'eau chaude peut suffire. Tout simplement parce qu'on se rend compte qu'en fait
la production de vapeur nécessite 4 fois plus d'énergie que de produire de l'eau chaude à 100 degrés, enfin de monter de l'eau chaude de 15 à 100 degrés par exemple. Donc voilà, si on peut couvrir son besoin uniquement par de l'eau chaude, c'est extrêmement intéressant en termes de sobriété. De la même manière, utiliser de l'air comprimé à 1 bar au-dessus de la pression nécessaire pour le procédé, bah, ça nécessite 10% enfin plus de 10% d'ailleurs de consommation d'énergie en plus. Donc une fois qu'on a réussi à identifier vraiment quel était le besoin sur chaque usage, le deuxième levier, c'est le levier d'efficacité qui nécessite d'identifier quel est le système le plus efficace pour satisfaire le besoin en question, avec notamment en premier lieu, bon, enfin, il y a plein d'actions d'efficacité dont je pourrais vous parler, hein, ne serait-ce que, par exemple, sur des réseaux de distribution calorifugés pour éviter les pertes en ligne, mais également ne pas surdimensionner les systèmes qui font que les rendements, en règle générale, ont tendance à baisser. Voilà. Et puis, le dernier axe de travail, c'est ce besoin-là, le besoin de base, enfin, le reste à couvrir, en fait, le couvrir par des énergies renouvelables et décarbonées, de façon à être en lien, effectivement, avec les engagements français au niveau COP21 et puis stratégie nationale bas carbone pour la réduction de la consommation d'énergie et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Merci pour la suivante. Alors, premièrement, comment agir? Un des premiers axes, c'est vraiment de savoir de quoi on parle. Alors, j'ai mis analyser sa facture peut-être en introduction. Je vais vous parler de 2 éléments de vocabulaire qui sont le kilowatt, donc unité de puissance, et le kilowattheure, unité d'énergie. Donc, tout simplement pour passer de l'un à l'autre, on prend un système, on identifie sa puissance, on mesure son temps d'utilisation sur la durée, on multiplie l'un par l'autre et ça nous permet d'obtenir la quantité d'énergie nécessaire à son fonctionnement sur la durée d'utilisation, voilà, en kilowattheure. Alors ça, c'est des éléments qui sont importants parce que vous allez les retrouver, entre autres, sur effectivement votre facture et votre contrat d'énergie, mais également sur tout ce qu'on va se dire par la suite. Très rapidement, au niveau de la facture, des éléments de résumé d'informations qui vous concernent en point 1. En point 2, le montant global de la facture. Et ici, une facture d'électricité, mais vous avez les mêmes éléments avec le gaz, bien évidemment. Tu peux passer à la suite, Daniel. Le troisième point qui est vraiment, à mon avis, voilà, les éléments fondamentaux à avoir à connaissance, c'est les éléments caractéristiques de votre contrat, à savoir la nature du contrat, basse tension, haute tension, les périodes de facturation, heure pleine, heure creuse, été, hiver, pointe, et également la puissance souscrite qui, elle, va être donc en kilowatts. 36, alors en kilowatts ou kVA, hein, ça dépend. Il y a une petite subtilité, voilà, je ne m'attarderai pas nécessairement aujourd'hui dessus. 36 kVA, 250 kVA pour les gros consommateurs et les grosses puissances, voilà, pour lesquelles on passe en haute tension. Le montant de l'abonnement, alors cette partie-là, c'est une partie incompressible de la facture. C'est-à-dire, voilà, votre abonnement, il est constitué avec toute la mise à disposition du service énergétique. Et à partir de ce moment-là, sur cette partie-là, on ne peut rien faire. En revanche, la consommation en kilowattheure, là, on va pouvoir agir dessus et c'est la partie variable de la facture. Le montant de l'acheminement TURP, donc c'est l'utilisation du réseau public de distribution d'électricité. Et puis les autres taxes et contributions. Alors il faut savoir qu'en règle générale, l'ensemble des taxes, ça représente à peu près 35% de la facture d'énergie. Et puis le point 8 qui est intéressant et important, et on va revenir dessus un peu par la suite, c'est l'analyse et l'historique de consommation, notamment mois par mois.
Alors, pour aller un petit peu plus loin, tu peux passer, Daniel, à la suivante. Voilà, pour aller un petit peu plus loin, les informations qui se figurent sur la facture sont intéressantes, mais pas suffisantes, à mon sens, pour vraiment maîtriser et identifier, on va dire, l'historique et l'évolution de la facture d'énergie. À mon sens, il y a plusieurs choses à faire. Avoir un suivi année par année, voilà, en quantité d'énergie consommée et en montant, et puis avoir également le même suivi mensuel, c'est le graphique que vous voyez en bas, qui permet de faire une comparaison d'une année sur l'autre des mois de consommation et d'identifier un peu les anomalies, les dérives. Alors vous allez voir ici par exemple qu'il y a un mois en creux qui doit être le mois d'août, où il doit y avoir une période d'activité réduite, mais sur ce mois d'août, tous les mois entre eux sont à peu près à niveau équivalent, ce qui montre qu'il y a une certaine logique et une certaine cohérence et pas de dysfonctionnement particulier. Il faut savoir qu'en règle générale, vous avez des outils disponibles sur votre portail client chez votre fournisseur. Je sais par exemple, c'est le cas chez EDF, avec des possibilités de suivi historisé de vos factures et de vos consommations. Alors, il y a une partie assez simple avec ce type de tableau qui est en accès gratuit, et puis des fonctionnalités un peu plus avancées avec des données accessibles et qui offrent un petit peu plus de détails et qui, lui, va être payant. Ensuite, pour aller encore plus loin, l'essentiel, c'est de faire le lien entre vos consommations d'énergie et votre activité. Et par rapport à ça, il est important de définir des indicateurs qui sont inhérents à votre activité. Donc là, je ne vais pas pouvoir vous aider. En revanche, je vais pouvoir vous donner quelques indicateurs types. Par exemple, pour la partie bureau, ce qu'on retrouve très fréquemment, c'est des kilowattheures par mètre carré par an. Alors, il faut faire attention, il y a des petits distracteurs. Là, c'est la rigueur du climat. Donc, il existe un petit outil qui s'appelle les DJU, qui sont les degrés jours unifiés, et qui permettent de justement gommer cette rigueur climatique. Voilà, c'est un petit peu complexe à mettre en place, mais en tout cas, ça permet vraiment d'avoir une analyse qui ne tienne pas en compte, enfin, ou qui permettent de ne pas tenir en compte justement la rigueur climatique et de lisser un petit peu cet effet-là, effectivement, par rapport au tableau d'analyse qu'on pourrait avoir. Ensuite, les indicateurs plutôt côté production industrielle, mais pas que, enfin, j'en ai mis d'autres aussi, c'est par exemple la tonne produite, le nombre d'heures travaillées, les nuitées pour les hôtels, les repas servis pour les restaurants, tous ces indicateurs qui vraiment permettent de suivre votre activité au mois le mois. Et ce qui est intéressant, c'est de diviser la quantité d'énergie. Alors, il manque là, par exemple, un indicateur qui est le plus basique au niveau des entreprises, c'est le chiffre d'affaires, qu'il soit mensuel ou annuel, mais qui peut être un peu, comment dire, à manier avec des pincettes, parce que, par exemple, si vous êtes dans une unité de production et qui produit pas nécessairement à flux tendu, mais qui fait des stocks, votre production, qui va générer votre consommation d'énergie, elle est peut-être décorrélée ou en décalage par rapport à votre chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est à trouver par rapport à votre situation particulière. Et ce qui est intéressant ensuite, c'est de prendre votre indicateur d'activité et de diviser votre consommation par votre activité, ce qui va permettre de suivre effectivement, de faire le lien et d'identifier de façon encore plus précisément des dérives éventuelles par rapport à votre activité. Daniel, tu peux passer à la suite. On va laisser la parole à Tulay qui est également en ligne. Tulay, Très est-ce que bien. tu Oui, es connecté? Merci. oui, bonjour, Donc vous là, on m'entendez? bascule sur la partie. Alors, j'ai mis mesures gouvernementales en faveur des entreprises, mais tu vas nous préciser de quoi il s'agit. Et puis, Oui. peut-être aussi te présenter pour qu'on comprenne ta fonction et ton rôle par rapport à cette présentation. Alors bonjour à tous, je suis Tülay Yokek-Lioglu, inspectrice des finances publiques à la direction des finances publiques des Alpes de Haute-Provence.
Je suis chargée de la mission action économique dans le département. Entre autres, j'ai aussi la casquette de conseillère départementale de sortie de crise à destination des entreprises, voilà, et dans d'autres secteurs. J'interviens dans le cadre des plans d'action, en fait, là, en l'occurrence, sur le plan de résilience suite à la crise ukrainienne. Un plan de résilience avait été mis en place par le ministre de l'économie et des finances au mois de mars 2022. Et voilà, dont ce qu'on a connu tout de suite, c'est le bouclier tarifaire et notamment sur le carburant, la remise carburant qui avait été mise en place assez rapidement. Et ensuite, voilà, il y a des déclinaisons qui sont faites sur les mesures gouvernementales. Et là, je vais vous faire un focus surtout sur le dispositif gaz et électricité qui est destiné aux entreprises, et vous faire une présentation un peu sommaire de ce dispositif. Alors, c'est une aide qui a été instituée. Alors, je veux bien qu'on passe à la slide suivante sur les textes. Donc, ça a été institué par le décret, voilà, du 1er juillet 2022. Puis ensuite, on a eu un décret complémentaire, puis un décret modificatif. Alors, en fait, cette mise en place du dispositif, il faut savoir qu'il y a un cadre réglementaire qui le régit au niveau européen. Donc, voilà, c'est une négociation qui est faite par le gouvernement français sur ces subventions-là, parce qu'il y a un régime de cadre temporaire de ces mesures d'aide en faveur des entreprises. Donc, d'où ces nombreux décrets sur la mise en place du dispositif. Donc, l'essence de cette aide, c'est de viser à compenser l'augmentation des coûts d'approvisionnement en électricité et en gaz, uniquement ces deux énergies, hein. Donc, le fioul, par exemple, n'est pas compris. C'est vrai que c'est des questions qu'on nous a posées au départ. Voilà, pour aider les entreprises. Elle est destinée aux entreprises grandes consommatrices d'énergie qui ont subi cette hausse de coûts d'approvisionnement. Alors, en fait, l'enveloppe qui a été budgétisée et mise sur la table pour ce dispositif est de 3 milliards d'euros. Et il va se décliner en 4 périodes. Alors, sur la slide suivante, vous avez les 4 périodes éligibles, donc mars, avril, mai, période 1, juin, juillet, août, période 2, septembre et octobre, période 3, et novembre et décembre, période 4. On peut passer à la suivante sur les conditions d'éligibilité. Je vais pas, vous avez tous les éléments qui sont indiqués sur les conditions d'éligibilité. Je voulais juste souligner sur le chiffre d'affaires. En fait, à partir du moment où le montant des achats de gaz et d'électricité sur la période de référence 2021 est supérieur ou égal à 3% du chiffre d'affaires, c'est une des conditions qui peut encore freiner quelques entreprises, mais c'est une condition qui est aussi, enfin, pour le moment en tout cas, sur lequel on ne peut pas jouer et qui est en négociation aussi avec la Commission européenne. J'invite toutes les entreprises à aller sur un simulateur qui a été mis en place très récemment sur impôts.gouv.fr, qui permet de savoir à l'entreprise si elle peut bénéficier, si elle rentre dans les critères d'éligibilité et si elle peut bénéficier de cette aide et qui peut donner une estimation d'un montant. Donc, tout est donné. C'est un simulateur qui est assez bien fait. Les entreprises peuvent s'y reporter pour savoir si elles remplissent bien les conditions d'éligibilité. Ensuite, elles peuvent aussi se diriger vers le service des impôts des entreprises, hein, de Manosque, qui peut éventuellement les aider ou les guider sur ce type d'éléments. Ensuite, sur la slide suivante, on a les montants, le montant de l'aide. Alors, c'est décliné en 3 régimes différents.
un régime plafonné à 2 millions d'euros, un régime plafonné à 25 millions d'euros et un régime plafonné à 50 millions d'euros. Donc, pour le moment, 2 périodes sont ouvertes. La période 1 qui concernait mars, avril, mai, qui est ouverte depuis le 4 juillet et normalement qui devait fermer le 17 août et qui est disponible jusqu'à la fin de l'année. Donc, les entreprises qui sont en retard sur cette période-là peuvent tout à fait faire leur demande actuellement. Sur la période numéro 2, elle est ouverte depuis le 3 octobre et elle est disponible aussi jusqu'à la fin d'année 2022, 31 décembre 2022. Je vais peut-être passer rapidement aussi sur les éléments. Juste à savoir, donc c'est un petit peu en mouvement, hein, c'est un dispositif qui est un petit peu en mouvement parce que le gouvernement le ministre en tout cas, essaye de négocier certains éléments pour qu'on puisse faire rentrer le maximum d'entreprises possible dans ce type de dispositif parce que les fonds ont été budgétisés de toute façon. Donc, notre but est de faire rentrer un maximum d'entreprises dans ce dispositif-là. À savoir entre la première période et la deuxième période, ce qui a été entre guillemets amélioré. La première chose, c'est que sur la période numéro 1, mars, avril, mai, il fallait que ce calcul de l'EBE sur lequel on se base pour savoir si on est éligible ou non a été sur la maille du trimestre. C'est-à-dire que sur le trimestre complet, mars, avril, mai, on devait être soit négatif, soit avoir une baisse de 30%, en tout cas pour le régime à 2 millions, ensuite un EBE négatif, voilà. Donc, ce système-là, il a été un peu remanié pour la période numéro 2, qui permet pour les entreprises, en tout cas les petites entreprises, à pouvoir rentrer dans le cadre du dispositif, car le régime plafonné à 2 millions a été baissé à une baisse de BE. Une simple baisse de BE suffit sur un seul mois au lieu du trimestre complet. C'est un petit peu complexe, je vous l'avoue. Il y a beaucoup de critères qui entrent en jeu. Il y a des pièces justificatives à donner. En tout cas, sur le calcul et sur les modalités de dépôt, vous avez tout est donné sur le site impôt.gouv.fr. Je reviens ensuite sur le circuit du dépôt de la demande. Alors, c'est la slide, je suis passée un peu rapidement, Daniel, je suis désolée sur le montant de l'aide. Donc, il y a 2 slides sur le montant de l'aide qui visent d'une part la période 1 et d'autre part la période numéro 2. Sur le circuit de la demande, elle se fait par voie dématérialisée. Alors, je ne sais pas si certaines entreprises ont bénéficié de ce qu'on appelait du dispositif coût fixe, un dispositif qui était issu de la crise sanitaire, la crise Covid. Voilà, c'est un petit peu le même principe. Il y a une demande qui est déposée via l'espace professionnel de l'entreprise. Et ensuite, nous avons tous les éléments, tous les tableaux de calcul, la liste des pièces justificatives à fournir. Elle est vraiment détaillée sur le site impôt.gouv.fr. Donc, pour les dates limites de dépôt, les 2 premières périodes, c'est jusqu'à la fin de l'année 2022. Les 2 autres périodes, a priori, la période numéro 3 qui correspond à septembre-octobre devrait commencer à s'ouvrir à partir du mois de novembre. Et novembre et décembre devraient commencer à s'ouvrir à partir du mois de janvier. Voilà, donc ces périodes-là seront en tout cas détaillées ultérieurement. On aura certainement des modifications aussi pour inclure le plus d'entreprises possible. Il y a des annonces qui ont été faites par Bruno Le Maire mardi sur France Info, sur le fait qu'il mettait un point d'honneur à ce que les PME et les très petites entreprises puissent rentrer dans ce dispositif-là. Donc, voilà, il y a encore des choses qui sont en cours de négociation, donc tout n'est pas acté pour le moment pour les périodes à venir, mais déjà, il y a une amélioration qui a été faite sur la période numéro 2. Ensuite, je voulais juste vous dire sur les demandes de justificatifs, vous verrez, il y a des tableaux qui sont mis à disposition des entreprises. Alors, je les invite à être accompagnés quand même d'un expert comptable parce que de toute façon, il faudra une attestation d'un tiers de confiance et de pouvoir voir vraiment, fournir vraiment tous les éléments nécessaires au dossier. C'est assez fourni, hein. Faut quand même pas mal d'éléments, lister les factures, calculer son EBE. Voilà, ça demande quand même une certaine rigueur, mais il faut que le dossier soit le plus complet possible. Il faut qu'il soit complet, tout bonnement.
pour qu'il soit traité rapidement. Sinon, les délais ça rallonge les délais de traitement du dossier et ça sera préjudiciable à l'entreprise. Donc, vous avez vraiment, tous les éléments ont été faits pour essayer d'accompagner au mieux les entreprises sur impôts.gouv.fr. Pour finir, je crois que j'avais mis une dernière slide de présentation sur le site. Voilà. Alors, non, c'était avant. C'est un petit peu trop loin. Oui. Il manquait. Voilà, c'était juste pour vous. C'était juste une copie écran de la présentation sur impôts.gouv. Voilà, mais il ne faut surtout pas hésiter à soit solliciter nos services, le SIE et les agents du SIE pour diriger les entreprises, éventuellement me contacter. Hein, Daniel a mis mes coordonnées, enfin en tout cas mon adresse mail sur la présentation, donc voilà, je peux les rediriger. Voilà, il faut savoir que ça reste encore un petit peu en mouvement. On essaye d'essayer de faire évoluer ce dispositif qui, de toute façon, le ministre de l'économie l'a souligné, n'a pas eu un grand succès jusqu'à maintenant, puisqu'il était trop complexe et il ne pouvait pas permettre à un plus grand nombre d'entreprises de rentrer dans le cadre. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Voilà, je transmets tes coordonnées donc à tout le monde. Je vous propose d'avancer parce que, encore une fois, le programme est chargé. On a donc... alors, on va aller là-dessus. Voilà. Si tu me permets, Mathieu, on va prendre le témoignage de Denis puisqu'il nous a rejoint sur le Teams. Bien, oui. Denis, est-ce que tu nous entends? Ah, parfait. Voilà. Ouais, c'est parfait. Salut Denis, merci d'être Bonjour à avec toutes et à nous. tous. Alors, je vais te mettre en grand. Voilà. Ça y est. On te laisse 5-10 minutes pour raconter un parcours réussi de sobriété énergétique, ça te va? C'est parfait, merci beaucoup. Bon, en plus, sans le faire exprès, je vous parle depuis le Var, où je suis à l'école de la deuxième chance. Et il y a une réunion du MEDEF-PACA auquel je participe. Et on a aussi évoqué ces sujets-là. Vous dire que les chefs d'entreprise sont évidemment fortement intéressés par le sujet de la sobriété énergétique. Je pense que je vais démarrer simplement. Alors, je ne sais pas du tout vos travaux, mais vous avez évoqué l'obligation de faire de la déclaration de tertiaire. On ne l'a pas évoqué encore. On y vient en fin de parcours. Bon, ok. Bon, mais donc, tu peux en parler parce que ça concerne beaucoup de gens. Voilà. En 2 mots, en fait, tous les bâtiments de plus de 1000 m², vous me corrigez si je dis des bêtises, mais tous les bâtiments de plus de 1000 m² et qui n'ont pas une activité industrielle, c'est-à-dire où il n'y a pas des machines à l'intérieur, c'est-à-dire commerce, logistique, bureau, tout ce qui s'en va, vont avoir une obligation d'ici 2030, 2040 et 2050 de réduire progressivement leur facture énergétique et leur empreinte carbone. Donc, 2050, il faudra arriver, si je ne dis pas de bêtises, à réduire de 60% la facture du jour. Voilà. Alors ça, c'est le départ, mais à l'époque, moi, où je me suis préoccupé de ce que je vais vous exposer, j'étais absolument pas au courant de ça. Pour vous dire même, le tertiaire, j'en suis au courant que depuis 2 ou 3 mois. Par contre, quand on anticipe un peu les choses et quand on les fait dans un certain sens, fatalement, ça peut avoir du bon sens. L'idée, c'est quoi? L'idée, je vais vous donner 2 chiffres pour vous dire qu'effectivement, ce n'est pas une préoccupation financière chez moi, cette préoccupation-là, puisque, en fait, c'est mieux comme ça. Denis. Oui. Voilà. Ce n'est pas une préoccupation financière parce que l'énergie représente 20 dans les charges de l'entreprise. On peut dire que c'est epsilon par rapport à beaucoup d'autres postes de l'entreprise. Par contre, nous, on est parti d'un principe tout simple, c'est qu'on a un bâtiment qui a une vingtaine d'années, qui est plutôt sympa,
Par contre, le système de chauffage et de refroidissement et de clim est totalement obsolète. C'est le même du reste. C'est un chauffage réversible chaud-froid à base de gaz naturel, mais qui aujourd'hui est totalement obsolète. Donc, j'ai eu pour idée de dire par où on commence, qu'est-ce qu'on fait. Alors, j'ai fait faire des devis à des entreprises, mais globalement, je n'avais aucune réponse satisfaisante. Donc là-dessus, j'ai rencontré Daniel qui m'a dit, mais tu devrais prendre attache avec BPI parce qu'il y a un truc qui se fait qui s'appelle le diag éco et qui est quelque chose qui est beaucoup plus général que le seul problème de l'énergie ou du chauffage dans l'entreprise et qui va jusqu'au sourcing, qui va jusqu'à la gestion des déchets, enfin bref, qui est une gestion globale de ce qu'on peut donner comme empreinte sur notre activité, par notre activité, pardon. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, ce diag éco-flux, moi, j'en suis MVP satisfait parce que ça répond vraiment à un besoin de beaucoup d'entreprises. Et surtout, ça fait ouvrir les yeux. C'est pas très cher parce que ça vaut 4 000 € et c'est subventionné à 50% par la région. Donc, je pèse mes mots quand je dis c'est pas très cher. Pas très cher pour une société comme la nôtre. Par contre, en tous les cas, le résultat qui en est donné, c'est un diag qui dure sur une année. Et pendant une année, on a des points de passage avec un venant qui va venir nous éclairer sur un certain nombre de sujets. À l'issue de ce diag éco-flux, en tous les cas, si je ne savais pas par quel bout le prendre, en tous les cas, je peux dire que là, j'ai su par quel bout le prendre. Aujourd'hui, on est dans une démarche qui est beaucoup qui va aller parce que le diag éco-flux nous a mis en évidence un certain nombre de sujets sur lesquels on pouvait intervenir. On a réglé un certain nombre de choses. Sur la question de l'énergie et du chauffage, on rentre dans une ligne beaucoup plus complexe, puisqu'il y a des grandes chances qu'on utilise un système qui est très très peu utilisé jusqu'à ce jour, surtout dans le port, quand on est implanté sur l'axe Durancien, ça a beaucoup de sens parce que la nappe phréatique de la Durance, on ne va pas y toucher, on va juste la température qui est sous le sol, qui est à 15 degrés, aussi bien l'hiver que l'été, et qui va nous permettre de faire un chauffage de qualité à partir d'une pompe à chaleur, mais en économisant. Alors l'avantage de cette... j'ai fait faire une étude thermique sur les différentes solutions qui m'étaient proposées, et on m'a donné 16 possibilités différentes. Celle qui retient notre attention aujourd'hui, c'est celle de la géothermie, et ça demande de nouvelles études, fait qu'on arrive, si on prend cette décision, c'est-à-dire dès l'an prochain, on ferait une économie d'énergie de 75% de ce que l'on utilise aujourd'hui, en passant avec ce système de chauffage chaud-froid. Donc, l'idée, c'est de vous dire aujourd'hui, se poser la question en fonction de nos sentiments, mais aussi parce qu'on est là et qu'on a un impact sur la planète. Donc, on peut se dire, ça ne me concerne pas, c'est pour les autres. On peut se dire, qu'est-ce que je peux laisser à mes enfants. Donc, l'idée, c'est de dire, à partir du moment où, comme d'habitude, on nous impose une opportunité. Et là, j'ai envie de dire, c'est la loupe en petit, c'est parce que finalement, nous, ça rentre totalement dans le cadre aussi de notre RSE, dans notre raison d'être. Et résultat, à travers un sujet qui n'est pas forcément un sujet d'ordre financier. Denis, on t'entend plus trop bien là, excuse-moi. Denis? Et là, c'est mieux ou pas? Ah, on t'avait perdu là pendant quelques secondes. Est-ce que c'est mieux là? Peut-être couper. Si tu coupes ta caméra, peut-être que le son sera meilleur. Vous m'entendez? Ouais, problème de réseau. Là, c'est mieux. Voilà, vas-y. Reprends. On t'a perdu au moment où tu parlais de la RSE et de la raison d'être. D'accord. Donc, juste dire que même si ce n'est pas une préoccupation financière au départ sur ces sujets-là, je pense que ça vaut le coup de se poser des questions et de se dire qu'est-ce que j'ai envie de laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, bien évidemment. Et donc, nous, entrepreneurs, on a forcément un impact fort sur notre environnement.
Et c'est un bon moyen, je trouve, pour essayer de trouver, même si chaque entreprise est différente, chaque entreprise va avoir sa propre problématique. Nous, comme je vous le dis, si on regarde purement et simplement le côté financier des choses, on aurait pu ne pas ou peu se préoccuper de cette problématique-là en se disant, bah, j'ai le temps, 2030, 2040, 2050, c'est loin. Or, on va, en prenant on va arriver à satisfaire les besoins, c'est-à-dire de réduction d'impact qui sont demandés à 2050. On devrait pouvoir d'ores et déjà les atteindre dès l'année 2023. Donc vous voyez que c'est pas non plus avec des investissements forts, certes, puisqu'on risque d'avoir un investissement d'une première tranche qui serait de l'ordre de 150 000 euros pour arriver à faire ce que je vous expliquais, plus une deuxième tranche de vraisemblablement de 150 000 euros pour faire du photovoltaïque qui nous permettrait d'avoir une autonomie, d'avoir un bâtiment autonome et une activité autonome, revendre, mais qui est largement subventionné puisque on devrait à 70. On n'a pas entendu le taux d'aide, Denis, excuse-moi, on n'a pas entendu la fin en fait. Sur ces travaux-là. Voilà ce que je voulais vous dire. 70% de taux d'aide. 70% même, d'accord. Ouais, ouais, on t'a entendu, ça va. d'aide, ouais. Et les montants, vous avez entendu ou pas? Oui, on a deux tranches, 2 fois 150 000 euros avec un taux de 70% d'aide. Dans les aides, en gros, il y a quoi? Des CE, il y a de la subvention ADEME, il y a des choses comme ça? Oui, en fait, c'est. Alors, il faut se rappeler du SDE, tu la connais, Daniel, mais oui, c'est elle a Fanny pas mal de Gavori. clés là-dessus et voilà. Et c'est surtout, ça passe tout par la région en fait. Hein. C'est la région qui a le. Qui a la main là-dessus, d'autant que sans dévoiler de secrets qui sont publics. On t'entend plus, Denis, je suis désolé. Attends, je vais essayer de bouger. Ouais. On était sur les secrets. Mieux là. Essaye, vas-y, dis-nous. Non, là, on t'entend plus, Denis, je suis désolé. Hein. Bon, est-ce que là, vous m'entendez? Ça y est, c'est revenu. Merci. C'est revenu? Ouais. Voilà. Je disais donc, sans dévoiler de secret, le credo du président Muselier aujourd'hui, c'est la COP d'avance et la région d'avance. Donc, tout ce qui va être autour d'économie aidé par la région sur ces sujets-là. Bon, ok. Merci, voilà, Denis. Désolé pour la mauvaise connexion. Non, mais désolé. On a fait au mieux. Merci en tout cas pour ton témoignage. On va reprendre le fil avec okay. Mathieu. Et je me permettrai de donner ton contact pour les personnes qui veulent comprendre qu'est-ce qu'un diag écoflux. Et comme tu dis, tu es un bon VRP pour ce dispositif que moi, j'ai eu la chance de mettre en œuvre dans une expérience précédente. Et j'avoue qu'il est extrêmement complet et extrêmement riche par rapport à ce qui est attendu par rapport à la sobriété énergétique, mais ça va au-delà. Ok, parfait. Bons travaux et à bientôt. Merci Denis, bonne journée. Au revoir. Mathieu, je te redonne la main. Oui, volontiers. Alors, tu as vu, on a un tout petit peu coupé, perdu notre fil, mais... pas de souci. Alors, juste pour terminer, peut-être sur la partie aide photovoltaïque, comme ça, ça clôt le sujet. Au niveau de la région, effectivement, c'est le plan solaire régional qu'il faut consulter. Et le dispositif actuel s'appelle Smart PV. PV comme photovoltaïque. Tout à fait. Voilà. Ok, donc pour revenir rapidement, juste pour vous resituer, voilà, on avait le suivi de consommation annuel, mois par mois, etc.
Également, ce qu'il est important d'obtenir, alors soit auprès de votre fournisseur, soit auprès d'Enedis, c'est ce qu'on appelle les points 10 minutes. Donc, ça représente en fait la courbe de charge. Alors là, on ne parle pas de quantité d'énergie consommée, mais on parle de puissance appelée à un instant T. Donc, voilà, les fournisseurs enfin, Enedis notamment fait une moyenne sur 10 minutes pour avoir quelque chose qui soit à peu près lisible. Mais ça permet de voir un certain nombre de choses. Et notamment, si on regarde ici une journée de consommation, on voit qu'il y a des variations qui sont fortes au cours de la journée, avec des appels de puissance et d'autres périodes où il y a moins d'appareils en fonctionnement, avec en règle générale une pause, enfin une réduction un peu entre midi et 2. Et puis, ce qu'on peut observer ici, c'est qu'on a un talon de consommation, c'est-à-dire le minimum de puissance appelée lorsque le site n'est pas en fonctionnement. Donc, quand a priori tous les systèmes qui consomment de l'énergie sont à l'arrêt, et ben, on a malgré tout de la consommation et de l'appel de puissance, avec dans le cas de figure un talon de consommation qui est extrêmement conséquent, puisqu'il représente, enfin, il descend très peu bas. Normalement, on est à peu près allez, à 20-30% des pics de consommation. Ici, on est très élevé. Donc, il y a nécessairement quelque chose à faire à ce niveau-là, parce que ça veut dire que l'énergie consommée, elle n'est pas consommée pour rien, mais quasiment, puisque le site ne fonctionne pas, la production est arrêtée. Voilà. Et puis, ce qui est important de regarder aussi, c'est alors, plus que l'historique d'une journée, mais sur éventuellement un mois, voire le mois sur lequel vos factures d'énergie sont les plus conséquentes, c'est d'identifier la pointe, c'est-à-dire quel est le niveau maximum de puissance appelée au niveau de mon site. Et ça, il faut le mettre en relation avec ce que je vous ai mis en exergue tout à l'heure, qui sont les caractéristiques de vos contrats, parce que ça doit correspondre plus ou moins à la puissance souscrite. Alors, en fonction de la nature du contrat que vous avez, soit on vous conseille de vous situer, que votre puissance souscrite soit un tout petit peu inférieure à la pointe et que vous payez des pénalités si vous avez cette possibilité de dépassement sur 2 à 5%, enfin entre 0 et 5% du temps. Ça peut être intéressant parce que en fonction de la puissance souscrite, votre contrat et notamment votre abonnement va être plus ou moins cher. Voilà. Si tu peux passer à la suite, Daniel. Très bien. Alors, ça, ce que je vous ai montré au préalable, et notamment enfin, les consommations mensuelles et annuelles et cette puissance appelée, c'est des outils qui sont mesurés par vos fournisseurs d'énergie. Ce qui est important, on le sait bien, de toute façon, on arrive à agir et à maîtriser que ce qu'on arrive à bien mesurer et à comprendre. Voilà. Donc, la règle fondamentale au niveau de l'énergie, c'est d'essayer de mesurer au maximum. Alors, il y a plusieurs moyens de le faire. C'est par une campagne de mesure qui peut être ponctuelle ou par ce qu'on appelle la mise en place de comptage. Donc, réussir à placer effectivement des systèmes de comptage de l'énergie ou de l'ensemble des fluides à des points un petit peu stratégiques de vos postes de consommation. Cette campagne de mesurage, elle va permettre de réaliser un bilan énergétique qui va permettre d'identifier la répartition des consommations par source type d'énergie, électricité, gaz, vapeur, air comprimé, eau chaude éventuellement. Et puis d'identifier la répartition d'énergie par usage, voilà, les procédés, les utilités que j'ai évoquées. En règle générale, ce qu'on conseille assez fortement, c'est de réussir à faire le distinguo entre la partie bureau et la partie production. Voilà. Pour vous, ça vous aidera aussi à voir
une identification en termes de comptabilité analytique de quelle est ma part d'énergie consommée sur mes opérations de production, et puis qu'est-ce qui concerne plutôt les opérations de support. Voilà. Bon, je vous montrerai après pourquoi ce distinguo. Et puis, ce qui va être important d'identifier, de réussir à identifier, c'est l'ensemble des pertes d'énergie. Parce que les pertes d'énergie, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ça rejoint effectivement la notion de sobriété, l'essentiel, et de ne consommer que l'énergie nécessaire effectivement à mon fonctionnement de site et à ma production. Voilà. Alors, le bilan énergétique, c'est vraiment une photographie à un moment donné des consommations, et c'est différent clairement d'un audit énergétique. Je reviendrai sur la notion d'audit après. Le point que ça va permettre de mettre en avant, c'est les postes sur lesquels les consommations sont les plus conséquentes. Et ça a un impact fort sur quels sont les moyens d'action, les leviers d'action qu'on va pouvoir avoir. Parce que si on regarde effectivement sur l'exemple que je vous ai donné, par exemple la partie éclairage, qui est assez peu et consommatrice d'énergie, c'est 437 MWh par rapport au reste. Effectivement, ce n'est pas grand-chose, donc on va pouvoir faire des économies, évidemment, sur le poste éclairage. C'est un des premiers, hein, d'ailleurs, sur lesquels les entreprises agissent en règle générale. Pour vous donner une petite illustration, remplacer des tubes T8 pilotés par ferromagnétique et les remplacer avec du LED, c'est à peu près 60% d'économie. C'est très facile à faire, c'est quasiment instantané. Moi, ce que je vous conseille, si vous avez beaucoup d'éclairage sur votre site de production ou dans une ligne logistique, c'est de faire en amont une petite étude d'éclairage pour faire du relamping et pas nécessairement remplacer en 1 pour 1. Ça permet encore d'augmenter les économies réalisées. Voilà. Pour revenir au propos, ici, on voit bien que les procédés, les process, sont le premier poste de consommation avant ce qui concerne le chauffage, la climatisation, ventilation, et que les 3 premiers postes représentent à eux seuls plus de 86% des consommations d'énergie. Donc, on voit bien où concentrer nos efforts. Voilà. Ensuite, en règle générale, le deuxième poste, ça va rapidement toucher le bâtiment. Chauffage, climatisation, ventilation, chauffage, éclairage. Alors, si tu peux juste revenir sur la slide d'avant, excuse-moi. Et je vous donnais quelques petits exemples. Hein. Ça, c'est un schéma qui est issu de l'étude études énergétiques et études thermiques sur le bâtiment de la CCI. On a 42% des déperditions de chaleur qui sont par les parois. Donc, on voit très bien que notre levier d'action, c'est clairement l'isolation. Mais il y a beaucoup de choses à faire également sur le chauffage, les postes de chauffage, refroidissement, etc. Ce qu'on peut envisager ensuite, c'est de prioriser les actions. Et notamment, ça, c'est en règle générale un audit énergétique. Et c'est pour ça que moi, je recommande la plupart du temps, quand je visite une entreprise, la première des recommandations que je fais, c'est faites un audit énergétique. Ça va vous permettre d'identifier vraiment toutes les actions avec les retours les temps de retour sur investissement. Et là, vous allez pouvoir prioriser. Alors, vous avez des actions qui sont en temps de retour sur investissement immédiat parce qu'elles ne coûtent rien. C'est les éco-gestes, la sensibilisation des collaborateurs, leur demander de bien éteindre les ordinateurs quand ils partent, de vérifier à ce que les lumières soient éteintes. On entend parler tout le temps en ce moment, mais c'est vrai, hein, il y a encore des efforts à faire là-dessus. Mettre en place des réduits de nuit et de week-end pour tout ce qui est chauffage, climatisation, même la ventilation, puisque quand le site est inoccupé, a priori, il y a moins besoin de ventiler que quand il est occupé. Et puis mettre en place toutes les actions de programmation. Voilà. Puis ensuite, des temps de retour sur investissement un peu plus longs, mais qui sont très rapides à mettre en place. Tout ce qui est entretien, régulation, toute la partie aussi comptage et pilotage, gestion technique du bâtiment, qui permet de comprendre ce qui se passe, comment le bâtiment fonctionne et où je vais avoir des leviers d'action. Voilà, tout ça, c'est à envisager. Merci pour la slide suivante. Et ces campagnes de mesurage et de comptage, elles vont vous permettre aussi d'avoir une analyse plus fine et plus précise de la répartition de vos consommations d'énergie et de vos puissances appelées. Donc là, j'ai mis tous
tous les outils de comptage qu'on peut dénombrer quasiment et qui vont vous servir dans vos situations, c'est les compteurs d'électricité, de gaz, d'eau, qu'elle soit froide ou chaude d'ailleurs, d'air comprimé, de vapeur, de fumée. Tout ça peut se mettre en place, soit de façon définitive, mais ça peut également être envisagé de façon temporaire, voilà, dans le cadre d'un audit énergétique. Ici, vous avez la courbe de charge qu'on avait tout à l'heure, qui était la courbe de charge du site, donc qu'on n'arrivait pas à splitter effectivement en usage. La campagne de mesurage qui a été mise en place permet d'identifier que l'air comprimé, voilà, il fonctionne, qui est en orange en bas, il fonctionne bien dans la journée pour rendre service sur les procédés, mais que malgré tout, il y a peut-être un petit effort aussi à faire sur les période de non-utilisation et de non-fonctionnement du site, parce qu'en fait, il reste très élevé. Et voilà, tout ce qui concerne les machines-outils, le froid climatique, l'air comprimé, en période de non-utilisation, déjà, ça peut être optimisé. Et ensuite, on va travailler sur l'ensemble des pertes et des actions d'efficacité énergétique pour travailler sur les économies à réaliser en période de fonctionnement. Alors, je sais, voilà, le retour d'expérience a été fait. Ça me permet de faire le lien avec justement ce qui a été évoqué, c'est-à-dire le décret éco-énergie tertiaire, qui est un outil mis en place par le gouvernement pour inciter les entreprises à faire des économies d'énergie. 30%, 40% à l'horizon 2030, 50% à l'horizon 2040 et 60% à l'horizon 2050, par rapport à une année de référence que l'entreprise définit elle-même et qui doit se situer entre 2010 et 2019. Alors, j'évoque ça rapidement parce que quand on dit décret tertiaire, souvent les entreprises industrielles se disent, se sentent rassurées, se disent, ça ne me concerne pas, mais parfois si, parce que si vous avez plus de 1000 m² d'activité tertiaire sur votre site, c'est-à-dire bureau plus éventuellement, par exemple, zone de stockage, logistique, vous êtes soumis au décret tertiaire. Et à ce moment-là, vous devez isoler toutes vos consommations d'énergie qui concernent votre fabrication, vos procédés, du reste des activités et travailler à la réduction des consommations sur les activités tertiaires. Alors, il y a quand même un petit point à mettre en avant dans le Je déclare là, les premières déclarations, donc c'est-à-dire la création de votre espace sur la plateforme Opérate, qui est la plateforme du gouvernement, devait être effectué avant le 30 septembre et le référencement des années de consommation de 2010 à 2019 avec l'identification de ce qu'on appelle l'année de référence à partir de laquelle calculer les économies d'énergie. Donc cette deadline-là a été reportée au 31 décembre. Bon, ça fait plusieurs fois qu'elle est reportée. Effectivement, le décret étant amendé régulièrement, les entreprises n'étant pas prêtes, c'est régulièrement décalé. Mais je pense qu'à la fin de l'année, ça risque d'être une date assez ferme. Voilà. Pour info, on a fait un club RSE il y a 2-3 semaines avec Justine sur le décret tertiaire et il est en replay sur le site internet pour ceux que ça intéresse. Ouais. Je vous incite effectivement à revisionner des séminaires qui explicitent un petit peu ça, parce que c'est pas simple à comprendre, ça peut vous donner des pistes. Voilà, je vous ai mis quelques conseils. Alors, on a au niveau des chambres de commerce et d'industrie mis en place un flash diag énergie à niveau national. Donc, vous vous connecterez là sur le lien que je vous ai mis, qui est le lien de la région PACA. Et puis ensuite, vous sélectionnez on va dire votre zone géographique, Alpes-de-Haute-Provence a priori, et ça vous permet en 10 questions de vous situer et d'avoir des recommandations déjà très rapides sur les actions à mettre en place. On voit fleurir de plus en plus des sites sur lesquels, et la CCI en fait partie, vous avez des pistes d'action assez génériques. Il y a des éléments également voilà, sur le site de l'ADEME qui concernent plus particulièrement les entreprises et notamment les entreprises industrielles. Et puis, vos fournisseurs d'énergie qui sont
comment on dit, des obligés C2E, donc certificats d'économie d'énergie, doivent vous inciter à faire des économies d'énergie. À ce titre-là, ils ont sûrement des pistes d'action à vous soumettre également. Voilà, les slides suivantes, ça concerne les aides mobilisables. J'en ai mis un certain nombre. Effectivement, les C2E, qui sont les aides sur lesquelles principalement vous allez pouvoir obtenir des aides financières pour le changement, soit des actions d'amélioration d'efficacité énergétique au niveau de l'enveloppe du bâtiment, de changement de système éventuellement ou d'amélioration. Typiquement, je vous parlais tout à l'heure du calorifugage de réseaux de distribution de chaleur. Le fait de mettre en place sur soit les tuyaux ou les zones un peu sensibles, atypiques, tout ce qui concerne les vannes, les échangeurs, etc., mettre des calorifuges, c'est des actions qui, en définitive, reviennent quasiment à coût zéro, parce que quasiment tout est pris en charge par les C2E. Voilà, les aides de l'ADEME, avec notamment un petit point sur le décarb flash. Il est encore temps de soumissionner. Décarb flash pour l'industrie, voilà, c'est des aides qui vont de 40 à 55% pour les PME et pour les plus grosses entreprises jusqu'à 40%, avec des actions de décarbonation de l'industrie. Vous avez peut-être des projets déjà dans vos tiroirs avec des devis déjà réalisés. Là, c'est vraiment l'occasion d'y aller. C'est cumulable avec les C2E en plus. Donc voilà, le taux d'aide peut être vraiment, vraiment conséquent. Et puis, un point également important, il y a une réglementation qui spécifie que l'audit énergétique est obligatoire pour les entreprises de plus de 250 collaborateurs, me semble-t-il. Mais en deçà de ça, vous pouvez également solliciter l'ADEME pour une contribution au financement de l'audit énergétique. D'ailleurs, c'est un poste qui est également couvert par l'appel à projet des cartes flash, mais vous pouvez également candidater en dehors de ce dispositif de décarbonation globale pour lequel il faut avoir une facture minimum d'investissement de 100 000 €. Voilà, donc là, c'est la possibilité de faire un audit énergétique financé jusqu'à quasiment 50% par l'ADEME. Voilà, et puis un certain nombre de sites qui référencent les aides disponibles. Et puis pour aller encore plus loin, je propose quelques pistes d'action, sensibiliser les collaborateurs, des outils de l'ADEME en ligne, disponibles en ligne. Vous pouvez, alors sur le lien, en fait, il suffit de laisser son adresse mail et son nom, sa structure, et vous pouvez télécharger plein de documents. Donc c'est intéressant. Le site, on va dire, du ministère Agir pour la transition, voilà, avec les leviers d'action pour les entreprises. Nommer voilà, et former un référent énergie dans l'entreprise, c'est intéressant. Cette action de formation, elle est également très fortement prise en charge, jusqu'à 80%, je crois. Mon petit complément d'information ou conseil complémentaire, c'est de dégager un petit peu de temps au référent énergie, notamment en début de phase, le temps de collecter toutes les informations, de mettre en place les outils. Ça représente un petit peu de temps homme, et donc voilà, il ne faut pas hésiter à lui dégager un peu de temps pour ça. Mettre en place un système de management de l'énergie, c'est également très aidé, hein, donc ça permet et c'est complémentaire à la formation du référent énergie, ça permet de mettre en place un système de management qui vous aide à mieux comprendre, mieux connaître, mieux piloter et identifier les leviers d'action, bien évidemment. Juste sur ProRéféi, Mathieu, donc Justine pourra vous en parler, donc vous avez ses coordonnées à la fin de la présentation. Alors, Mathieu, je reprends la main simplement là-dessus, oui, bien rapidement. J'ai fait le plus de 20 salariés, moins de 20 salariés, parce qu'on a la chance d'avoir la Chambre des métiers qui est hébergée dans l'éco-campus.
Donc, moins de 20 salariés. Si vous êtes à la Chambre des métiers, parce que malheureusement, les CCI ne le proposent pas, vous avez un dispositif TPE-PME gagnante sur tous les coups qui vous permet, c'est un tout petit ticket d'entrée, c'est 250 €, de faire ce fameux diag. Alors, c'est un micro-diag écoflux, mais ça y ressemble beaucoup. Et pour tout ce qui est au-dessus de 20 salariés, c'est BPI qu'il faut contacter. Donc là, vous avez les 2 QR codes pour aller sur les sites qui correspondent. Je vais vite parce que… Alors Mathieu, est-ce que toi, tu avais d'autres choses à dire sur ta présentation ou on peut clore? Non, a priori, c'est tout. Voilà, j'ai terminé sur ma partie, ouais, tout à fait. Merci beaucoup. En tout cas, c'était Avec plaisir. extrêmement riche et complet. Petit rappel du calendrier et des infos. Réséo 6, le groupe est en cours de constitution, donc si vous êtes intéressé, revenez vers moi pour candidater. 2 clubs RSE qui auront lieu 21 novembre et certainement 9 décembre. La date commence à être fixée à Sisteron et à Chorges sur la réduction des déchets et la biodiversité, et certainement aussi on parlera de biomimétisme. 2 nouvelles newsletters qui ont été créées très récemment, la newsletter énergie que vous avez dû recevoir déjà, également une newsletter RSE, et puis à noter un guichet énergie, donc c'est une adresse mail énergie@digne.cci.fr qui vient dans nos boîtes mail donc de Justine et de moi-même pour vous essayer de répondre à un maximum de vos questions. Voilà, vous avez les contacts. Je rajouterai également le contact de Mathieu dans les slides définitives. Excuse-moi Mathieu. Alors après, peut-être que tu n'es pas forcément leur référent, donc on verra si on te rajoute ou pas dans les contacts. Je vous propose donc de clore ce club. Merci à toutes et à tous en ligne ici dans la salle d'avoir participé. Je suis désolé, on n'a pas pu poser beaucoup de questions, mais vous avez quand même pas mal de contacts pour après échanger en direct avec ou des experts ou en tout cas des personnes qui connaissent très bien ce sujet. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.